Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième journée de Première Ligne en santé 2024. Pour bien débuter cette journée, veuillez accueillir votre animateur, Martin Carly. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci infiniment d'être là pour cette deuxième journée du Congrès Première Ligne en santé 2024. On a eu hier une très, très belle journée. Vous constatez qu'aujourd'hui, il y a juste une porte pour rentrer. Ceux qui étaient là hier, vous savez pourquoi. Vous savez aussi qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui surveillent à l'intérieur. On va y revenir avec Isabelle dans quelques instants. Ça a quand même permis hier à l'événement de faire la une de tous les journaux. Peut-être pas pour les raisons qu'on aurait voulu, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Ça arrive comme ça. Alors, mon nom est Martin Carly. Je suis vulgarisateur scientifique de carrière et je suis ici aujourd'hui pour comme maître de cérémonie ce matin pour cette première session. Je serai aussi là pour animer l'idéaton Medphar, donc la présentation des différentes équipes cet après-midi. Je reviens tantôt. Je vais animer ça aussi et animer aussi la session de clôture avec Pierre Lavoie. Mais là, on voulait quand même faire un retour sur la journée d'hier et j'aimerais quand même qu'on l'applaudisse comme elle le mérite. L'organisatrice Isabelle Girard, qu'on applaudit bien fort. Bon matin! Bon matin, Martin! Bonjour Isabelle! Ça va bien? C'est drôle, t'as un plus beau sourire qu'hier à 8h35 à peu près. Ça se peut. Ça se pourrait. J'ai gardé mon sourire. Je veux quand même vous le dire, vous me l'avez tous dit. Oui, absolument. Donc, un retour sur hier, Isabelle. Vous rappelez-vous qu'on a entendu un petit bruit pendant la conférence du ministre Dubé? On l'a trouvé. Je vous annonce qu'il nous avait laissé un beau cadeau en surprise qui donne... Attends une minute. Marche plus. Donc, c'était C'est pas ça une qu'on a alarme entendu incendie. hier. C'était pas une alarme incendie, finalement, qu'on nous a laissé hier. Pour mettre tout le monde au parfum, donc hier, en plein pendant le discours du ministre Dubé, j'aime qu'on a eu un gros plan du cadran. Comme il est brandé avec le slogan et l'organisation. Hein? Ils viennent d'avoir une publicité gratuite. Donc, hier, on a eu une manifestation en plein pendant le discours du ministre, bien entendu. Et il y a eu le cadran hein, qui finalement... Oui, c'est hein, on s'entend. On l'a plus vu. Oui, on pourrait parler du privé en santé aussi. Pour ceux qui étaient là. On a eu aussi un concert de klaxons, hein? On s'entend? Les sifflets, les klaxons, et ainsi de suite. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai apporté un sifflet. Tu sais, genre pour être sûr de partir la journée. Moi, j'aime que Isabelle s'en va. Parce qu'elle sait c'est quoi ce sifflet-là. Je vais donc, pour vous mettre en contexte, vous donner un aperçu sonore de ce qu'on a eu hier avec ce sifflet-ci. C'est un sifflet particulier. C'est une de mes expériences préférées que j'ai faites à la télé. Ça s'appelle le sifflet de la mort aztèque. Hein? C'est à peu près ce que j'ai trouvé de meilleur pour être connecté. Donc, essentiellement, c'est un sifflet qui imite un cri de terreur humain. Je le dis à l'avance parce que... Je me prépare, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gardes du corps dans la salle présentement. Je ne me suis pas encore fait plaquer sur scène dans ma vie. Je ne voudrais pas que ça arrive aujourd'hui. Alors, je vais vous le faire entendre pour faire un petit rappel comme ça réveille tout le monde. Mais je vous le dis à l'avance, c'est pas agréable, c'est fort, c'est pas le fun. Donc, à la régie, c'est là qu'on couperait le micro. Et à tous ceux qui sont des gardes du corps, c'est fait exprès. Hein? Personne meurt, je revendique rien. Alors, ça sonne comme ceci. Imaginez-vous, on était hier, 8h35, ça ressemblait à ça. J'aurais aimé ça l'avoir hier, hein? On s'entend. On aurait pu leur couper le sifflet, effectivement. On s'entend. Non, j'aurais aimé ça courir dans la ligue, ça de même. Je pense qu'il aurait eu peur. Alors, ceci étant dit, ça, c'était évidemment l'événement du début de journée, mais peux-tu revenir quand même sur la journée comme telle d'hier? Donc, ce qu'on avait prévu offrir aux gens qui sont là et ce qui s'est très bien passé. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous avez participé à toutes les activités. Ça n'a pas affecté la journée. Donc, on a eu une extrêmement belle journée. Je pense que je n'ai que des commentaires positifs, autant sur la programmation que les autres activités. Merci beaucoup. Mais c'est grâce à vous, parce que c'est parce que vous participez à tout ça aussi que ça fait la différence. Moi, je veux juste revenir sur la sécurité. Là. Oui. J'ai quand même eu un engagement hier soir que
tiens à dire. Là. Fait que si jamais il y a des manifestants, Mme Bélanger, rassurez-vous, Martin Ducharme et Michael Cardinal se sont assurés qu'ils vont aller faire les bonnes sœurs à la porte. Ah, c'est bon! On veut ça absolument. Hier, on a commencé avec une allocution de ministre. Tout à fait. Une Aujourd'hui très belle aussi, allocution. Une très belle allocution. Tout à fait. On l'a eu en 2 morceaux, mais c'était assez... on l'a eu au complet. Et aujourd'hui, on a aussi des allocutions en levée de rideau à présenter. Donc, on va commencer de belle façon. On y a fait allusion. Donc, on est prêt à accueillir sur la scène nos invités. Bien sûr, mais je vais quand même me permettre Oui. de la remercier d'être ici avec nous ce matin. Donc, merci, Mme Bélanger, de vous joindre à nous pour Première ligne en santé. C'est super important pour moi parce que les soins à domicile, la trajectoire gériatrique, elle fait partie de la première ligne. Donc, je suis extrêmement fière de vous voir avec nous ce matin pour parler de ça. Absolument. On ne le dit pas assez souvent que les soins à domicile et que les personnes âgées font partie de la première ligne. Donc, bienvenue et on est content de vous écouter ce matin pour une annonce, je crois. Absolument. Donc, on va vous passer la parole, Mme la ministre. Vous êtes aussi accompagnée de M. Yuri Chassin, qui est député à l'Assemblée nationale. Donc, on vous laisse la parole. On applaudit à nouveau la ministre. La parole est à vous. Alors, très contente d'être avec vous ici ce matin, puis d'avoir vu un aperçu bref de votre départ du jour 1 hier. Écoutez, très, très contente d'être ici. Puis, je veux saluer le comité organisateur. Là, vraiment, c'est un très bel événement. Mais aussi souligner tous les collègues du réseau de la santé des services sociaux, les amis. Ça me fait toujours chaud au cœur là, de vous revoir. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je ne vous saluerai pas personnellement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais bravo d'être ici. Alors, pour moi, la première ligne, c'est extrêmement important. Puis, pour moi, la première ligne, c'est mettre l'humain vraiment au cœur de nos approches. C'est construire autour des personnes, avec les personnes. Puis, je pense particulièrement aux Québécois, aux Québécoises qui s'attendent à recevoir des soins et services de qualité, mais aussi à tout le personnel de notre réseau de la santé et des services sociaux qui font le succès de la première ligne. Et quand je parle de notre réseau et non du réseau, c'est parce qu'il faut s'approprier ce magnifique réseau. Il faut que ça devienne notre réseau, collectivement. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer et il faut être fiers des services que nous avons ici au Québec, qui sont offerts par l'ensemble des établissements, mais aussi par l'ensemble des partenaires. Vous vous en doutez probablement, mon discours ce matin va être vraiment en lien avec les aînés. Et au quotidien, je dédie toutes mes énergies à faire plus et à faire mieux pour les aînés du Québec. Hier, vous avez pu entendre différents intervenants vous parler de soutien à domicile. On a mis en place, vous le savez, un vaste chantier il y a quelques mois. Nous sommes donc vraiment en train d'amorcer ce virage à domicile. Et je suis très fière du chemin parcouru en quelques mois, parce qu'il faut placer ça dans le contexte aussi, là, depuis que nous avons annoncé notre priorité comme gouvernement d'accentuer les services de soutien à domicile et d'enclencher un véritable virage, bien, on a des résultats. Vous les avez vus hier. Alors, brièvement, je reviens sur quelques résultats. Nous avons réduit notre liste d'attente des personnes qui sont en attente d'un premier service en soutien à domicile de 19 %. Alors, on est passé de 20 500 personnes en début d'année financière 23-24 qui étaient en attente d'un premier service et nous sommes maintenant à 16 600 personnes. Alors, c'est vraiment un beau travail qui a été fait de la part de nos équipes. Il reste encore 16 600 personnes sur la liste d'attente, mais on a réussi
a vraiment diminué là, la courbe, parce qu'on voyait là, que ça s'accentuait de mois en mois, et en particulier depuis la pandémie. On a aussi augmenté le nombre d'heures de soins pour les personnes à domicile, en passant de 32 millions d'heures à 37 millions d'heures. C'est une hausse de 15 des heures travaillées en soutien à domicile. Donc, augmentation du nombre d'employés, mais aussi augmentation de l'intensité de service en soutien à domicile. Et ça, c'est important parce que quand on entend les aînés qui nous disent qu'ils veulent demeurer à domicile le plus longtemps possible, bien, ça suppose qu'on doive organiser les services en conséquence. Puis on le voit, là, il y a de l'intensité de service qui se donne. Au Québec, c'est plus de 386 000 personnes qui reçoivent des services de soutien à domicile. Je suis beaucoup sur le terrain. J'étais sur le terrain quand j'étais PDG. Et puis, on ne sort pas une PDG d'un rôle de ministre. Je suis encore quelqu'un qui va sur le terrain. J'entends des commentaires très positifs des personnes qui reçoivent des services de soutien à domicile. Alors, je pense qu'il faut aussi regarder ces éléments-là. Il nous reste beaucoup de choses à faire, mais j'entends des gens qui nous disent, bien, ce sont nos anges gardiens. Les gens sont présents, ils viennent nous voir. On sent qu'il y a une amélioration, il y a une volonté de la part des équipes de bien donner les soins. Alors, on doit faire plus, bien sûr, mais ce qu'on fait actuellement, il faut quand même être fier de ce qui est réalisé. Derrière tous les chiffres que je viens de mentionner, c'est aux humains en particulier que je pense, et nous devons donc rehausser la qualité des soins. Nous allons continuer sur notre lancée d'augmenter les services de soutien à domicile. La population vieillit, puis on a deux façons de voir cela. On peut voir le vieillissement de la population comme un défi, comme des enjeux, comme un fardeau, comme un risque. Mais on peut aussi voir le vieillissement comme une occasion extraordinaire de mieux vivre ensemble comme société et de transformer nos façons de faire. Et tout ce qu'on fera pour les personnes âgées au Québec, bien, ça sera au bénéfice de l'ensemble des populations. Alors, je pense que c'est extrêmement important. Ce matin, je vais vous parler de quelques éléments. Vous savez, des fois, quand on veut réaménager, réorganiser, on regarde des solutions, puis on regarde ce qui se passe ailleurs, mais on regarde souvent pas vraiment ce qu'on fait déjà et comment on peut faire mieux avec ce qu'on a. Puis je veux vous parler des CLSC. Vous le savez, dans les années 70, on a déployé un réseau complet de CLSC partout au Québec, les centres locaux de services communautaires. Et ce que j'aime dans cette appellation, c'est le mot « communautaire ». Les CLSC sont ancrés dans nos communautés. Mais au fil des ans, malheureusement, on n'a pas suffisamment valorisé nos CLSC, il faut se le dire. Et ils ont perdu en expertise. Alors, vous voyez un petit peu où je m'en vais. Il va falloir redonner leurs lettres de noblesse à nos CLSC. Et ça, c'est extrêmement important. Ce sont plusieurs points de service partout, dans toutes les régions du Québec. Il y a des CLSC ou des points de service. Alors, on n'ajoutera pas de structure, mais on va revoir le rôle des CLSC pour s'assurer que l'accès soit simplifié pour les personnes âgées. Ce matin, je vous parle spécifiquement personnes âgées. Donc, s'assurer de donner un accès simplifié, des services de proximité, un endroit où on peut accueillir les personnes, leur donner l'information, qu'on puisse les évaluer, bien les orienter et les accompagner. Les aînés me disent, quand je vais sur le terrain, « Madame Bélanger, on ne sait plus où aller, on ne sait plus à quelle porte frapper, on ne connaît même plus les services. » Et malheureusement, pire que ça, quand je pose la question, « Oui, mais quand vous allez au CLSC, ils me disent, mais oui, mais même les intervenants en CLSC
ne connaissent plus les programmes en lien avec les aînés, avec le vieillissement de la population. C'est toute une prise de conscience quand on entend ça, puis on dit, OK, on a ce qu'il faut pour continuer à faire ce virage. Alors, j'annonce donc aujourd'hui que tous les CLSC du Québec deviendront la porte d'entrée pour les aînés, que ce soit pour les programmes de soutien à domicile, mais aussi tous les programmes en lien avec le vieillissement de la population, une porte d'entrée unique pour les personnes aînées au Québec. Alors, nous allons déployer ce modèle dans les prochains mois et nous souhaitons que d'ici l'automne 2025, tous les CLSC au Québec aient un accueil vraiment dédié aux personnes aînées de leur territoire respectif. Je pense que c'est important de revaloriser le rôle des CLSC. Peut-être vous allez entendre mon collègue ce matin, Lionel Carman va être ici aussi. Alors, c'est très important, mais moi, ma vision, c'est vraiment que les CLSC soient là. On va aussi, au cours de la prochaine année, travailler à élaborer une politique nationale des services de soutien à domicile. Alors, ça sera un grand rendez-vous avec les différents partenaires et l'ensemble des dimensions seront examinées pour s'assurer que nos services de soutien à domicile, on a tout ce qu'il faut pour être les meilleurs. Et les meilleurs au Canada, mais les meilleurs aussi parmi les meilleures pratiques partout dans le monde. On a tout ce qu'il faut. Vous savez, nos CLSC, c'est extraordinaire. On a des équipes dédiées aux personnes âgées. On a des directions SAPA dans les établissements qui sont dynamiques. On a des organismes communautaires qui font un travail extraordinaire. Alors, et nous allons miser sur nos organismes communautaires, mais le volet de la concertation va devoir être accentué. Et je pense que les CLSC, en collaboration avec les différents partenaires, sont bien placés pour s'assurer de cette concertation puis de l'accompagnement des aînés tout au long de leur parcours de vie. Et je suis convaincue qu'on a ce qu'il faut avec nos CLSC pour faire une très grande différence dans le vieillissement de la population. Maintenant, il y aura d'autres éléments, bien sûr, avec le vieillissement. Aujourd'hui, je voulais surtout mettre l'emphase sur le soutien à domicile, faire l'annonce que les CLSC, bien, c'est vers là qu'on s'en va. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important. Puis vous savez, il y a d'autres éléments sur lesquels je travaille, que ce soit en lien avec l'hébergement, naturellement, les maisons des aînés, les CHSLD, les CHSLD privés, les RPA, bien sûr, ma collègue qui travaille sur le volet du logement. Donc, on a ce qu'il faut et j'annoncerai d'ici quelques semaines un plan d'action national sur le vieillissement. Donc, plan d'action national sur le vieillissement, politique de services de soutien à domicile, puis rehaussement de nos CLSC. Alors, je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie. Je vais avoir besoin de vous, et puis on a besoin de travailler ensemble, puis je suis convaincue qu'on a ce qu'il faut pour être parmi les meilleurs, pour bien répondre à nos aînés. Alors, je vous remercie. Et puis, avant de vous quitter, j'inviterai mon collègue député de Saint-Jérôme, c'est mon voisin, en fait, de circonscription, mais c'est surtout aussi l'adjoint parlementaire du ministre Dubé. Et j'invite Yuri. Yuri, tu peux peut-être t'asseoir, je vais aller te rejoindre, parce que j'ai une ou deux questions à lui poser sur les mini-hôpitaux. Et puis, alors, on va y aller là, très, très brièvement, mais après, si on a du temps, je pourrais prendre quelques questions. Alors, je vous remercie. Alors, ça va bien, Yuri? Oui, alors ça va bien. Et effectivement, je suis content de t'entendre parler de cette annonce des CLSC parce que c'est vrai qu'on en entend parler même dans nos bureaux, là, les gens qui cherchent des ressources, puis on dit « Ah, mais vous ne savez pas qu'il y a tel truc. » Une porte d'entrée comme ça va être fantastique. Oui, je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais moi, j'ai une petite question à te poser. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, là. Tu as annoncé
il y a quelques jours. Le projet des mini-hôpitaux, c'est passé vite, là, cette affaire-là. Hein? Vous savez, les médias, ça va vite aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça que tu nous en parles, puis brièvement. Puis après ça, on pourra avoir des questions sur différents sujets, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis peut-être on y va avec ça. Ben oui, c'est ça, parce que les gens ont vu comme plus ma caricature que l'explication. Là, je vais essayer d'être clair ce matin, mais c'est vrai que on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a beaucoup d'aînés aussi. Et puis, on veut répondre à leurs besoins. Et quand on a annoncé en campagne électorale, dans le fond, un engagement pour des mini-hôpitaux, hein, qu'on appelle, on s'est dit, bon, on veut que ça soit complémentaire au réseau public. On veut que ça décharge les urgences, par exemple, des hôpitaux, des cas mineurs, donc un peu moins pressants, mais quand même qui requièrent d'attention. Puis en même temps, on s'est rendu compte justement que nos aînés, c'est ceux qui, malheureusement, sont peut-être les plus fragiles dans le sens où les urgences, ce n'est pas adapté pour eux, pour leurs besoins. En fait, d'être à l'urgence ou d'être hospitalisé, ça peut même, pour une bonne proportion d'aînés, produire un déconditionnement. Donc, par exemple, des gens qui sont relativement autonomes jusque-là peuvent en sortir moins autonomes. Alors, évidemment, on s'est dit, bien là, il y a clairement un besoin. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va choisir, dans le fond, des trajectoires. Et puis, en quelque sorte, là, on est devant des gens qui travaillent ou qui appuient la première ligne. En quelque sorte, ce qu'on veut, c'est avoir 2 de ce qu'on appelle les mini-hôpitaux qui vont être l'équivalent d'une première ligne et demie, dans le sens où on va pouvoir y donner en fait des soins et les bons soins au bon endroit, au bon moment aussi, pour que ce soit rapide pour nos aînés et que justement, ils ne souffrent pas de l'hospitalisation. Oui, bien, je pense que c'est plus clair. Puis j'aime bien l'idée de la première ligne et demie parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont on parle. Puis ça va s'ajouter à l'offre de services. Hein, parce que en même temps qu'on rehausse nos CLSC, je ne parle pas du travail où c'est que les GMF, tout le volet avec les gériatres répondants, il y a beaucoup de choses là, à faire au niveau du vieillissement. Mais il faut voir que ces mini-hôpitaux, en fait, ça va devenir davantage des centres ambulatoires gériatriques. Puis on part ce projet-là dans 2 régions. Donc, au niveau du CIUS de l'Est de Montréal, parce qu'on le voit, là, il y a beaucoup de population. Ils ont des défis importants avec leurs salles d'urgence. Alors, donc, il y a un besoin important. Ça sera fait de ce côté-là et du côté aussi de Chaudière-Appalaches. Alors, on va se mettre en mode rapidement planification de ces centres, mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y aura, à partir de des bonnes pratiques qui vont émerger là, la possibilité aussi de transformer puis d'améliorer nos salles d'urgence un peu partout au Québec dans une approche vraiment gériatrique. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. On avance, c'est complémentaire, Yuri, et puis on va travailler ensemble. Parce que j'ai vu le docteur Sacha Dubrovski, puis voilà, qui est là ici, et puis ceux qui connaissent Centre Hop, bien, le ministre Dubé l'a utilisé un peu comme image en commission parlementaire. Il dit, bien, en fait, c'est un peu comme un centre Hop pour aînés, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un centre, on n'a pas l'impression d'arriver à une urgence. Puis pourtant, bien, on va être traité. C'est d'adapter, comme tu disais, commencer avec la personne, bâtir autour de la personne et avec la personne, bien, on va adapter ces soins-là aux aînés, que ce soit l'imagerie, que ce soit les proches aidants qui peuvent être là aussi. On va y penser comme ça. Bien, merci, Yuri. Puis, bien, je vous rappelle que ça va être un projet qui va être géré, monté, planifié par le privé. Mais vous comprenez qu'on va être vraiment très présent. Donc, oui, le privé va être là, mais ce sera entièrement gratuit, comme tous les services publics. Alors, donc, ça va nous permettre vraiment de tester là, beaucoup d'éléments. Alors, écoutez, il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions sur n'importe quel sujet, je vous invite à venir au micro. Alors, donc, si je peux être encore plus clair sur des... Oh oui, vas-y.
On vient de vous entendre parler de centre ambulatoire, c'est de la musique à mes oreilles. Je pense que c'est un mot qui est peut-être un peu mieux adapté, justement, à la signification des mini-hôpitaux. Fait que je pense que pour nous, du moins, c'est un langage qu'on apprécie. J'ai une question assez simple, là, parce qu'on entend effectivement toutes sortes de choses ces jours-ci. Est-ce qu'on parle, dans le fond, de juste développer un GMF à vocation gériatrique ou vraiment, quand même, on veut aller bien au-delà et s'attacher avec les trajectoires? Ce que tu as dit, Yuri, est super important. Donc, tu sais, parce que si on va juste vers un GMF gériatrique, ce qui n'est pas non plus la vision d'un GMF, fait que si vous pouvez nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ça, comment vous l'intégrez justement avec cette première ligne qui est déjà existante des GMF? Oui, mais en fait, ce n'est pas un GMF. Hein. C'est vraiment important. Je pense que la question, elle est extrêmement pertinente. Il reste que ça demeure quand même un lieu pour recevoir des personnes qui ont des besoins de type urgence mineure. Là. OK? Alors, et ça va être donc ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura du court séjour, et là, je pèse mes mots, là. Donc, vraiment très, très court séjour. Liaison avec les services de soutien à domicile. Liaison, naturellement, avec les médecins traitants, les GMF. Mais pour les GMF, il y a tout un travail aussi là, qui va se faire en lien avec le vieillissement de la population, puis notamment le rôle des gériatres répondants, un peu comme le rôle des psychiatres répondants. Donc, il y a tout un travail qui va se faire avec les GMF, mais les centres ambulatoires gériatriques, c'est de la première ligne et demie. Donc, ce n'est pas du GMF, mais il faut que ça soit vraiment là, dans l'ensemble de la trajectoire. Tout sera défini, là, bien sûr. Les travaux débutent là, à ce niveau-là. Je voyais peut-être monsieur qui était au micro. Oui. Oui, bonjour. Pierre-Paul Malenfant. Je suis président de l'Ordre des travailleurs sociaux, des thérapeutes conjugaux familiaux du Québec. On s'est déjà rencontrés, Madame la ministre. Écoutez, pour moi, votre annonce ce matin, c'est un grand vent de fraîcheur. Depuis très longtemps, les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux qui sont dans le réseau et, entre autres, en soutien à domicile, on revendique de remettre de l'avant ce qu'on appelle CLSC 2.0. C'est dans notre culture. Tout le monde connaît son CLSC. Tous les enfants ont reçu des vaccins. Tous les mères, tous les pères ont déjà été dans un CLSC. Et de l'ouvrir comme vous le faites officiellement, de redonner les lettres de noblesse au CLSC qui marque vraiment là, le modèle québécois. Je n'ai pas de questions pour vous. Je veux juste vous remercier et on va être au rendez-vous pour vous permettre d'aller plus loin là-dedans. Oui. Peut-être aussi juste mentionner sur les travailleurs sociaux, il y a tout un travail qui a été fait, puis c'est en grande partie grâce au travail les chantiers qu'on a mis en place, valorisation SAD avec les travailleurs sociaux, puis on voit les résultats sont quand même importants. Là, à l'intérieur de 18 mois, on a réussi à diminuer la liste d'attente, à avoir plus de patients. Mais tu sais, les travailleurs sociaux, c'est souvent la porte d'entrée. Hein? C'est l'équivalent du triage, un peu comme dans une salle d'urgence. Pour le soutien à domicile, ils ont un rôle important. Et puis, je veux en particulier en profiter, là, puisque vous avez fait cette intervention, de mentionner que les travailleurs sociaux peuvent jouer un rôle très important. Puis, je sais qu'il y a des personnes ici là, qui sont en lien avec les différentes associations professionnelles, mais il va falloir qu'on revoie aussi, je dirais, tout le volet de la collaboration interprofessionnelle, puis peut-être même certains champs de pratique. J'ose le mentionner, parce qu'on a beaucoup de catégories de professionnels qui interviennent en soutien à domicile. Alors, je pense qu'on aura certainement au Québec une occasion de bien réfléchir à tout ça. Et là, quand je donne mes propos ce matin, c'est en lien avec les services de soutien à domicile, bien sûr, quand je mentionne ça. Mais tu sais, quand on pense qu'on peut avoir 7 à 8 catégories de professionnels différents qui rentrent dans la maison d'un usager, ça pose des questions. Et je pense que si on veut se mettre en mode approche clientèle, approche besoin, alors il faut le faire. Puis les travailleurs sociaux ont démontré là, qu'ils sont vraiment capables de faire une grande différence dans nos résultats. Alors, merci. Juste pour indiquer à tout le monde, monsieur est déjà au micro. Si vous avez une question, le micro est vraiment au centre de la salle, dans l'allée centrale. Donc, on a encore du temps. Donc, monsieur. Madame Bélanger, bonjour. Monsieur Chassin. Moi, je m'appelle Rémi Boulillet, je suis le PDG des centres médicaux mieux-être sur l'île de Montréal. Dans le fond, ma question pour vous, c'est bien simple. On parle de centre ambulatoire gériatrique.
J'ai une question par rapport à l'accessibilité. Ce sera-tu du référencement qu'on cherche vers ce milieu-là ou on parle de n'importe qui dans le besoin au-delà d'un certain âge qui peut avoir accès à ces services-là? C'est ça peut-être la demi, hein? C'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le walk-in. Là. On souhaite, dans le fond, qu'il y ait une espèce de pré-triage. Autrement dit, qu'on n'ait pas à faire un triage sur place, qu'on puisse vraiment faire d'évaluation. Puis, évidemment, il y a toute l'équipe après qui est là pour prendre en charge. Puis, quelque part, c'est un peu ça aussi qu'on on veut que ça soit arrimé. Donc, on veut que ce soit sur référence, parce que comme ça, on sait qu'on envoie la personne au bon endroit, puis qu'on va pouvoir ne pas la retransférer. Et tout le concept, en fait, il est autour de ce défi de cas qui ne sont pas toujours simples. Hein. Les aînés, bien, parfois, il y a différentes problématiques, il y a différents médicaments, il y a, dans le fond, une réflexion à avoir assez à 360 degrés. Et donc, le défi qu'on veut lancer aux partenaires privés qui vont répondre, bien, c'est de dire, bien, c'est pas si simple, mais on veut vous donner les outils. Donc, que ce soit, par exemple, justement, une pharmacie, des outils d'imagerie ou de prélèvement. Donc, tout ça, que ce soit à cet endroit-là, on parlait de court séjour, c'est aussi ça. On ne veut pas, parce que ça ferme à telle heure, retransférer dans les hôpitaux des cas qui ont encore besoin d'être sous observation. Fait que ça va être ouvert 24 heures sur 24. Maintenant, c'est sûr qu'on sait là, que les urgences mineures, c'est rare que c'est en plein milieu de la nuit, parce que sinon, ça risque d'être une urgence plus majeure. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est d'avoir vraiment cette vision-là, de pouvoir prendre soin de nos aînés là, sans avoir à les retransférer, à moins d'un grave problème. En fait, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Je regarde, dans le fond, des aînés qui vont voir leur médecin de famille, puis s'il y a une détérioration, des fois légère, ou beaucoup plus de fragilité qui viennent de s'installer subitement, mais le médecin de famille a tout son rôle à jouer, mais souvent, il y a une inquiétude. Et puis là, on fait quoi? Est-ce qu'on envoie l'aîné directement dans une salle d'urgence? Puis vous savez, en posant la question, c'est y répondre. C'est pas l'endroit vraiment qui est idéal pour ça. Alors, on va l'expérimenter, on va construire ce modèle-là. Il n'est pas écrit au moment où on se parle. C'est vraiment pour ça qu'on l'a annoncé. On va le travailler. En fait, il y a un appel d'offres, là. L'entreprise qui aura le mandat va définir avec nous le concept, les objectifs, les trajectoires de soins, comment tout ça va s'organiser. Je pense que au niveau de l'Est de Montréal, mais naturellement, il faut que ça soit intégré avec les GMF, là, bien sûr. Alors, on va tester ces modèles-là, puis on veut le faire assez rapidement aussi. Et c'est pour ça que ce n'est pas un projet qu'on souhaite là, faire en mode traditionnel, là, avec la SQI, etc. et tout ça, là, parce qu'on veut expérimenter rapidement. On va même inventer le modèle d'appel d'offres. Ben, c'est très intéressant. Merci beaucoup. En lien avec le vieillissement, toujours. Je vois qu'il y a 2 personnes en ligne, donc on va prendre le temps de répondre aux 2 personnes qui sont au micro. Donc, ce sera les 2 dernières questions pour ce matin. Bonjour. Moi, je suis Gaétan Lévesque du CIS Bas-Saint-Laurent en télésanté. Je voulais savoir, ça fait qu'au niveau, ça fait que des CLSC que vous avez, oui, ça fait parler tantôt, avez-vous des régions pour, ça fait que pour partir ce projet-là, ça fait ce que de la nouvelle philosophie que vous voulez installer dans les CLSC? Bien, en fait, on va débuter, j'ai dit qu'on débuterait là, en 2024. Mm-hmm. On va être à la recherche, dès le mois de septembre, d'expérimenter avec nos équipes. Et je veux avoir des CLSC en milieu urbain, bien sûr, mais aussi en milieu rural, en région plus éloignée. Et on va vraiment regarder les CLSC actuellement, puis les programmes SAPA, qui sont parmi les plus performants actuellement au Québec. C'est un peu comme ça qu'on va faire notre choix. Okay. Donc, et ce que je souhaiterais, c'est avoir un projet un peu vitrine, un peu comme on l'a fait pour VESAD, avec une dizaine de CLSC. Donc, ça sera là, piloté, bien sûr,
au niveau des orientations par le ministère, avec Santé Québec, bien sûr. Mais je veux vraiment que... Je ne veux pas partir avec un cadre conceptuel là, qu'on va déployer. Je veux qu'on mette les gens qui ont de l'expérience autour de la table. Et puis, il y en a beaucoup, un peu partout au Québec, le Bas-Saint-Laurent, entre autres. Il y a des très bons mécanismes de coordination et de concertation là, avec les organismes communautaires. J'ai eu l'occasion d'aller visiter. C'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, on avance vite. Puis bon, vous serez peut-être dans le projet pilote. On est assez proactif. On est très proactif. Je trouve ça. Merci beaucoup. OK. Merci. Et notre dernière question, Madame, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Angie Orzea. Je suis associée chez KPMG, responsable pour le domaine de la santé. Mais ma question, je la pose d'un point de vue d'une fille, d'une mère aînée, qui est quand même une immigrante. Et c'est plus d'un point de vue diversité des communautés et l'aspect, je dirais, culturel et certaines habitudes de certaines cultures. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on considère, dans le fond, ces différentes communautés-là et possiblement la diversité des services et de l'accueil qui serait nécessaire pour que certaines communautés se sentent un petit peu plus à l'aise? Parce que moi-même, je sais que ma mère, elle pense pas au CLSC. C'est vraiment pas la première place où elle irait. Et donc, j'aimerais ça, comme voir ça changer, dans le fond. Oui, bien, vous apportez un très bon point. Puis je pense que dans l'expérimentation avec les projets vitrines qu'on va mettre en place dès l'automne, on est en train de regarder quels seront les CLSC là, qui vont faire partie de ces projets-là. Mais bien sûr, tantôt, je disais en milieu urbain, puis notamment dans les quartiers où on retrouve beaucoup de communautés culturelles. Et ça va être vraiment important d'adapter les services. Peut-être aussi, aujourd'hui, on parle vraiment de première ligne, mais dans quelques semaines, j'aurai l'occasion de déposer le grand plan d'action national Vieillir et vivre ensemble. Et il y a donc plusieurs ministères impliqués dans ce grand plan d'action en lien avec le vieillissement, plusieurs axes, mais il y a quand même un axe important sur le volet du mieux vivre ensemble avec les communautés culturelles et tout ça. Puis les organismes, il y a quand même beaucoup d'organismes aussi là, qui sont présents. Alors, on va regarder ça de très près. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment à vous deux. On applaudit à nouveau nos invités. Merci infiniment. Vraiment. Madame la ministre Bélanger, Monsieur le député Chassin, merci infiniment. Donc, quelques annonces à faire, bien entendu, avant d'aller à la pause. Premièrement, au niveau là, des lieux, pour être certain que ceux qui n'étaient pas là hier sachent bien qu'ici, nous sommes au 5e étage, c'est l'étage de toutes les conférences. Donc, si vous avez des conférences auxquelles vous voulez assister, c'est à cet étage-ci. Au 2e étage, dans le local 210, c'est le salon des exposants. On vous invite, bien entendu, à y aller. Dans quelques instants à peine, ce sera la première pause de la journée où on pourra justement aller visiter le salon des exposants. On vous invite, bien entendu, à consulter là, toute la programmation sur le site web de PLS, donc pour voir quelles sont les activités en cours de journée qui vous intéressent, celles que vous voulez suivre, bien entendu. Il y a le jeu de société qui est toujours disponible. Donc, on vous invite à aller voir ça au Salon des partenaires aussi, bien entendu. Il y a un service de traduction du français vers l'anglais qui est disponible aussi, si c'est quelque chose là, qui vous conviendrait, bien entendu. Et dans le salon des exposants, il y a un des kiosques où on vous invite à faire une formation, une courte formation en réanimation. Donc, on vous invite, là, vous allez trouver ça très facilement avec tous les mannequins qui sont par terre. Là, donc, on vous invite à suivre cette formation-là parce que parmi ceux qui suivent la formation, il y a un prix à faire tirer. Il y a un défibrillateur qui sera offert là, parmi tous ceux. Je sens que là, d'un coup, tout le monde s'en va souffler dans des mannequins. Hein? On s'entend? Hey, laisse faire, désinfecte la bouche, je m'en vais faire le bouche à bouche. Hein? On s'entend? Donc, effectivement, il y a un défibrillateur qui est offert justement par Zoll, bien entendu. Donc, oui, tout le monde fait « oup, ça, on n'a même pas dans notre clinique. » Alors, on s'entend.
c'est le temps de vous trouver 5 amis puis y aller en gang. Là, on s'entend. Ça se pourrait. Donc, on vous invite à aller visiter le kiosque. On s'entend d'un point de vue humain d'avoir plus de connaissances sur la réanimation et tout ça. C'est déjà intéressant. En plus, on part avec un prix, fois 2. Alors, nous sommes rendus donc à la pause de 9 h. On vous invite, bien entendu, à aller au Salon des exposants. C'est là où on va pouvoir vous offrir les douceurs. Avertis que Pierre Lavoie va être au kiosque de Merck. Dès maintenant? Dès maintenant. Parfait, super. Parce qu'il devait être sur la scène avant Sonia. Parfait, super. Et là, on m'annonce que, là, ça ne peut pas être plus annoncé vite que ça, que Pierre Lavoie est au kiosque de Merck au Salon des exposants pour vous rencontrer déjà. Très important, 9h45, toutes les conférences reprennent. Donc voilà, bonne pause tout le monde et on se voit tout de suite.